Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment réduire et optimiser les frais de gaz que l'on va payer pour utiliser Ethereum, donc une blockchain qui est très chère et malheureusement ça va pas changer de sitôt. Donc intéressant de savoir comment on fait pour payer le moins possible et éviter de payer 2, 3, 10 fois plus cher comme parfois beaucoup de gens le font. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Pour commencer, rappelez ce que sont ces frais de gaz que l'on va devoir payer pour utiliser Ethereum. Donc comme toute blockchain, elle va demander de la validation des transactions, il va y avoir des calculs à faire, il va y avoir des gens qui vont les faire et donc du coup il faut les rémunérer. Ça évite aussi de pouvoir spammer la blockchain en ayant un coût à chaque fois qu'on veut effectuer des transactions. Donc dans le cas d'Ethereum, parce que par exemple sur Bitcoin c'est un autre système, et donc sur Ethereum ces frais de gaz ils vont être constitués de deux éléments, l'unité de gaz et le prix du gaz. L'unité de gaz, ça va être la quantité de gaz qui va être nécessaire pour effectuer l'action. Par exemple, envoyer de l'Ether sur la blockchain Ethereum, c'est 21 000 unités. Et après, plus il y a de la complexité, plus ça va être difficile les calculs à réaliser avec des smart contracts, avec du buy, du burn, du end stake, des choses assez complexes. On peut aller à plusieurs millions d'unités de gaz. Et pour un swap, on peut être 100, 200 000 unités de gaz. Donc ça, c'est pour la partie fixe. Chaque action sur Ethereum a une quantité de gaz fixe. Et après, on va avoir le prix du gaz, donc combien coûte le gaz au moment où on veut effectuer l'action. Et là, par contre, ça va dépendre de l'utilisation du réseau, du nombre de transactions en attente, de combien de gens veulent faire passer la transaction. Et donc là, plus le réseau va être congestionné, plus il y a des gens qui vont vouloir faire des transactions, plus le prix du gaz va être important. Et donc, on va avoir ce côté coût fixe en quantité de gaz et le prix du gaz au moment donné, qui va nous donner au final les frais de gaz qui vont être l'unité de gaz multipliée par le prix du gaz au moment où on veut effectuer la transaction, et on verra des exemples après. Et donc, comme on vient de voir, l'unité de gaz, on ne peut pas y toucher. Par contre, un des facteurs principaux de combien on va payer pour notre transaction, ça va être le prix du gaz qui est mesuré en Gwei sur Ethereum. Et on va pouvoir aller regarder, par exemple, sur Etherscan, Ethereum Gas Tracker. Et là, on va avoir une heatmap, donc très visuelle, qui va nous permettre de regarder sur Etherscan, c'est une semaine. Il y a plein d'autres outils où on peut faire un tracking des frais de gaz. Mais dans ce cas-là, on a heure par heure, jour par jour, pendant une semaine, là où les frais de gaz sont les moins chers. Par exemple, on peut aller regarder là où c'est le plus clair. On va payer, par exemple, le lundi 15 janvier à 7 heures, les frais de gaz étaient en moyenne de 20 Gwei. Par contre, là, on s'est rendu compte que le mercredi 17 janvier à 16 heures, on était à 65, soit presque même plus de 3 fois ce qu'on aurait payé le lundi à 7 heures. En général, vous remarquerez que les frais sont plus chers l'après-midi si on habite en France, sur le réseau, le fuseau horaire français plutôt. À partir de 14 heures et même des fois jusqu'à minuit, c'est plus cher. Et par contre, le matin, souvent vers 6, 7, 8, 10, même des fois 11 heures, on a des frais qui sont plus intéressants. Donc là, par exemple, si on prend la journée d'aujourd'hui, donc le 19 janvier 2024, si j'avais fait transaction le matin à 7, 8 heures, j'aurais payé allez, 23, 25, peut-être 25 en moyenne. Et là, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas encore toutes les données. Là, on est à 18 heures, mais bon, on a les données de 16 heures. On serait sur 55, donc deux fois plus cher que si j'avais fait la transaction ce matin à 6 heures. Et donc, la première astuce, ça va être tout simplement de regarder les frais de gaz à un instant T pour voir si on est plutôt cher par rapport à la moyenne ou aussi au contraire, on a un taux, un prix qui est avantageux. Et si on n'est pas pressé, attendre que le réseau se désencombre un peu pour bénéficier d'un prix de gaz plus avantageux et donc un meilleur frais sur la transaction. Ensuite, en plus du moment où on fait la transaction, on va pouvoir régler manuellement les frais de gaz que l'on est prêt à payer avec de base, on peut décider d'en payer moins, les frais moyens ou en payer plus. Plus on va payer, bien évidemment, comme partout, plus on va pouvoir passer rapidement la transaction et moins on va payer, plus on va devoir attendre. On va aller faire un exemple tout de suite et voir même une autre astuce sur MetaMask. Avant ça, juste remarquer que là, on a les infos en direct de le coût de certaines actions sur Ether. Donc, vous voyez, ça reste quand même très cher. On n'est pas du tout en bull run. Le prix de l'Ether n'est pas si élevé que ça. On remarque qu'en moyenne, faire un swap, c'est 52 $. Vendre un NFT, c'est 87 $. Utiliser un bridge, c'est 16 $. Donc, c'est une blockchain qui reste quand même assez chère. Donc, maintenant, on va aller voir sur MetaMask un exemple de comment on peut faire pour optimiser au mieux ses frais de gaz. Donc, une transaction normale sur Ether. Donc là, j'ai mis un wallet de test avec des adresses de test. Donc de base, ils vont nous donner le prix du marché. On peut déjà faire la transaction au cours du marché. Mais nous, ce qu'on veut faire dans cette vidéo, c'est régler les frais de gaz. Donc on va pouvoir cliquer dessus. Et là, on va pouvoir choisir, comme on l'a vu avant, entre le prix le plus bas et le prix le plus agressif. Donc là, sur un envoi d'Ether, ça ne va pas forcément être une grosse différence. Par contre,
sur un swap en plein bull run avec des frais de gaz qui explosent, on peut parler de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros si on passe en agressif ou en bas. Donc ça vaut le coup de connaître et de le choisir si on n'est pas pressé, choisir le bas. Et si par contre la transaction doit s'effectuer rapidement pour participer à une ICO, quelque chose qui doit aller très vite, on peut mettre très agressif. Et là, dans paramètres avancés, une autre astuce qui, attention, peut ne pas marcher sur tous les smart contracts. D'ailleurs, il y en a beaucoup sur lequel ça peut ne pas marcher parce qu'ils ont une limite de temps, mais on peut regarder comme on l'a fait avec notre heatmap, le prix moyen ou ce qu'on peut voir les derniers jours qui a été payé, par exemple 25, 28, 23, 24, ok, là on a payé 22, 23, et on peut regarder sur les derniers jours de manière visuelle et empirique rapidement comme ça, combien il a été payé, 34, 33, ok, ce matin on a payé 25, 28, 23, 24, ok, donc si on met 26 peut-être, là on nous dit que le range sur les 12 dernières heures, on se situe entre 30 et 53 gwei, mais si on estime par exemple que les frais peuvent descendre à 28, comme on l'a regardé sur la heatmap, on peut mettre 28 ici. Donc là avec 28 gwei, on nous dit que les frais de base sont faibles par rapport aux conditions actuelles, mais nous ce qu'on veut, c'est mettre la transaction en attente dans la même pool pour que quand les conditions et que, par exemple, le matin, la saturation du réseau soit minimum, retomber sur des frais de 28 gwei et effectuer la transaction à ce moment-là. Après, il faut faire attention parce que beaucoup de smart contracts ont une limite temporelle pour exécuter la transaction, au-delà de laquelle la transaction va s'annuler, on va quand même payer une partie des frais de gaz. Et pour savoir s'il y a une limite de temps sur le contrat, malheureusement, il n'y a pas 36 000 options. Moi, j'en ai trouvé 2 parce que je ne connais pas le code. Donc, passer en brut, c'est-à-dire on fait le test en préférence avec des conditions de marché favorables où on ne va pas payer trop cher dans le cas où ça échoue, mais pour simplement savoir si le contrat a une limite de temps ou pas. Et si on l'utilise souvent, du coup, bon, on le saura pour la suite. Ou alors, aller chercher sur Etherscan ou sur D.fi, par exemple, le code du contrat et demander à un outil d'analyse de code ou même ChatGPT s'il y a une limite sur le contrat. Des fois, il a réussi à le trouver, des fois, ça ne le trouve pas, donc c'est pas non plus une science exacte. Mais dans tous les cas, si on met une limite de gwei qui peut être raisonnablement atteinte, si j'avais mis par exemple 10, on a très bien vu que sur la dernière semaine, ça n'a jamais été à ce niveau-là, donc la transaction ne va pas passer. Mais s'il n'y a pas de limite de temps sur l'exécution de la transaction et qu'on a des frais de gwei qui peut être raisonnablement atteint le jour ou dans les heures qui viennent, on va pouvoir profiter de frais de gaz et gérer nos frais de transaction comme ça. Après, on peut même régler les frais de priorité. Donc là, c'est le pourboire qui va être donné directement au validateur. Vous voyez que ça peut être entre 0 et 211 gwei. Là, encore une fois, plus on paye, plus la transaction va s'effectuer rapidement. 211 gwei sur, vous vous rappelez, unité de gaz fois le prix du gaz. Sur certains smart contracts et sur certaines actions en plein bull run, on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de frais payés au validateur pour passer les transactions. Sur certains types d'attaques, sur les attaques sandwich justement, sur les opportunités d'arbitrage, sur des grosses sommes où il faut passer absolument avant tout le monde. Et on a vu sur les bull run des plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de dollars de frais payés pour passer en premier, mais profiter d'opportunités d'arbitrage à plusieurs millions. Donc voilà, c'est juste, je vous en parle, les frais priorité. Dans le cas de cette vidéo, ce n'est pas forcément utile. Et finalement, et je vous conseille de ne pas y toucher, la limite de carburant qui correspond à l'unité de gaz, donc le coût fixe d'une action, 21 000, comme on l'a vu aussi, qui correspond à la transaction d'Ether sur la blockchain Ethereum. On ne peut pas passer en dessous parce qu'on nous dit bien évidemment que si on est en dessous de 21 000, c'est ça qui correspond à l'unité minimum pour réaliser une action sur le réseau Ethereum. On ne pourra jamais moins, ou l'action ne coûtera plutôt jamais moins que 21 000 unités de gaz. Donc il n'y a pas de problème si on le laisse à 21 000. Un swap, comme on l'a vu, ça peut être 100, 200 000 unités. Des smart contracts très très lourds avec beaucoup de calculs, ça peut être plusieurs millions. Mais dans tous les cas, on peut s'assurer si on veut de ne pas payer plus d'unités. Mais dans tous les cas, si on met moins d'unités que ce qui est requis par le smart contract ou par le swap, eh bien notre transaction va fail et on va quand même payer des frais de gaz jusqu'à Hoster de ce qu'on était prêt à payer. Donc si on le touche, ça peut être un peu risqué. Et pareil, les frais de base maximaux, si le contrat a une limite de temps pour s'exécuter et qu'on a mis un frais qui n'est pas atteint dans cette période de temps, évidemment, on va avoir aussi des frais qui vont être ponctionnés. Donc en résumé, on peut régler les frais de base que l'on va payer et la limite de carburant, l'unité de gaz que l'on est prêt à payer. Par contre, il faut être quand même rationnel et regarder ce qui se fait sur le marché. Si on met un frais de gaz qui n'a jamais été atteint depuis 3 ans, bien évidemment que la transaction ne va pas passer. Donc c'est plus l'idée, c'est d'optimiser par rapport à ce qui se fait les jours antérieurs pour ne pas payer 2-3 fois plus, économiser un petit peu sur ces frais-là, mais en étant raisonnable pour avoir le plus de chances possible.
que la transaction passe. Ensuite, deuxième et troisième astuce, on va contourner le problème des frais directs sur Ethereum. Donc, seconde astuce, passer sur une Layer 2 ou une sidechain type Matic. Layer 2 sur Ethereum, vous voyez, là on arrive sur des frais qui n'ont rien à voir. Envoyer des Ethers, on va parler de quelques dixièmes de centimes de dollars, et swapper un token, ça va être quelques dizaines de centimes à quelques dollars, et dans tous les cas, on parle plus de 80, 50, 300 dollars pour faire un swap. Les frais sont bien moindres. Après, il faut bridger vers cette Layer 2. Il y a des outils pareils qui sont peut-être un peu différents, donc c'est pas forcément évident au début, mais là on voit vraiment un des intérêts principaux de ces Layer 2 dont on parle souvent et qui sont en plus des schémas narratifs principaux pour le bull run qui arrive ou dont on est dedans en fonction de comment on voit les choses. Ça permet de désengorger la blockchain principale en faisant certains calculs sur ces Layer 2 ou sidechain, si on parle par exemple de Matic. Donc on a des frais bien moindres, et donc si on a beaucoup d'opérations à faire régulièrement sur la DeFi, ou si on veut tout simplement tester certains protocoles qui sont sur Ether, mais aussi sur le Layer 2, par exemple sur 1inch, qui est un agrégateur de DEX, on peut choisir Ethereum, mais on peut aussi choisir d'autres Layer 2. Et donc on peut comme ça tester des contrats, on peut tester des opérations, tester des nouveaux réseaux, des nouveaux protocoles, des nouveaux portefeuilles, des nouvelles applications, avec des frais bien moindres, et donc on peut se permettre de se tromper et faire beaucoup plus de tests que si on était directement sur Ethereum. Donc ça serait la deuxième astuce. Et finalement, troisième et dernière astuce auquel on ne pense pas forcément et qui pourtant est la plus simple, c'est d'utiliser un exchange. Si on a des opérations de type swap, bridge à effectuer qui sont quand même assez chères, on peut parler 50, 100, 200 euros pour un swap, un bridge en suivant. Envoyer les coins ou les tokens directement sur un exchange. Et donc ça, c'est une solution simple et la moins coûteuse au final pour des petits montants, pour éviter de devoir payer 10-20% de son bag de frais de transaction. Envoyer directement sur un exchange, faire les opérations dessus. En général, il y a des frais, mais qui sont beaucoup moins élevés que si on les fait directement on-chain. Et après, pour la partie bridge, c'est pareil. Si on veut retirer, par exemple, des ERC20 sur du BRC20 ou sur une Layer 2, s'assurer que l'exchange nous permette de faire ce retrait. Et donc, comme ça, on peut envoyer les tokens qu'on a swappés, par exemple, vers la blockchain de destination sans avoir besoin de passer par des plateformes décentralisées où on a vu que les frais sont quand même assez chers si on passe directement sur Ethereum. Donc, c'était les 3 astuces pour optimiser au mieux ces frais de transaction quand on veut interagir avec Ethereum. Encore une fois, c'est une blockchain qui est très très chère, surtout pour les petits porteurs, ceux qui n'ont pas des gros montants, qui sont la plupart des gens. Les whales, ils peuvent se faire plaisir en passant des MEV bots, faire des attaques, faire des swaps, faire beaucoup de choses en payant énormément de frais de transaction. Mais c'est vrai que quand on a, ne serait-ce que, et c'est déjà un montant qui peut être conséquent, 1000 dollars, et qu'on doit faire des swaps, des bridges, et qu'on nous demande en plein bull run 200, 300 dollars pour faire un simple bridge, c'est vrai que c'est pénible. Donc dans tous les cas, c'est bien de connaître ces points pour limiter les frais, avec en plus le choix entre décentralisé, centralisé, en fonction aussi de ce qu'on a envie de faire. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets en description de la vidéo un guide offert pour bien débuter dans les crypto-monnaies. Si c'est du contenu qui vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Il y aura plein d'autres vidéos dans ce genre-là qui arrivent. Et pour ma part, je vous laisse. On se retrouve très bientôt. Salut à tous.